Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode, un truc de dingue. Aujourd'hui je t'amène avec moi, on va jouer au basket. Regarde, c'est gigantesque. Non, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que je t'amène avec moi pour organiser un événement sportif de ouf. Mais juste avant ça, intro. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients. Et surtout, après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. On est à l'Arena Sud de France, une des salles les plus grandes de France. Aujourd'hui, c'est Eraria. C'est un événement pour pouvoir faire la promotion du sport féminin organisé par le club de basket BLMA. Comment ça s'est passé? Je t'amène avec moi, on va aller voir le centre de formation, on va discuter avec les coachs, les managers, on va essayer de comprendre comment tout ça se structure, se prépare. Et je reviens dans quelques minutes. Allez, on y va. Bonjour à tous, je suis avec Marie. Salut Marie. Bonjour. Comment vas-tu Marie? Très bien. Un peu frais le matin, mais ça va. Un peu frais, c'est vrai. Où est-ce qu'on est? Le Creps. Le Creps. Au Creps de Montpellier. Bon, parfait. Je suis avec Marie. Marie qui est vice-présidente du club de basket BLMA. Basket. Alors Latte Montpellier, Montpellier Latte. Ah, on a pris Montpellier Latte. Montpellier Latte, vice-président du club. Tu es aussi responsable du centre de formation, c'est ça? C'est ça. Et aussi responsable du projet du village Eraria. Eraria. C'est comme ça que ça se prononce. La fabuleuse journée du sport féminin. Aujourd'hui, c'est Eraria. Tu vas nous faire le petit tour du centre de formation, c'est ça? On veut tous savoir, moi je suis passionné par ça. Donc j'ai une tonne de questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je veux juste savoir ce que tu as dans ta tête et comment tu vis le truc. Très bien. On est parti? On est parti direction le gymnase. Le gymnase, allez, c'est parti. Alors, j'ai 22 filles. 22 filles. De 15 à 20 ans. Ok. Le centre de formation s'arrête à 20 ans. Okay. On ne peut pas les garder plus longtemps. C'est la règle des clubs professionnels. D'accord. Un centre de formation, à 20 ans, les joueuses doivent choisir le monde professionnel ou un niveau en dessous, Ligue 2, NF1. D'accord. Voilà, et c'est un dilemme pour nous de les quitter après ces 5 ans. Et chaque année, donc, il y a un interview, un entretien que le coach fait avec chacune d'elles pour savoir ce qu'elles deviennent. Ok. Juste, tu m'as dit combien de filles? 22. 22. C'est le max qu'on peut avoir? 22? Alors, c'est le max financièrement que le BLMA s'autorise. Ok, d'accord. Non, c'est intéressant. Parce que ça a un coût. Ça a un coût. Ça a un coût. Ok, d'accord. Alors, en allant vers le gymnase, nous allons voir le lieu où 17 heures par semaine, elles se retrouvent. Ok, d'accord. Leur emploi du temps est très chargé. Ok. Parce que n'oublions pas qu'il y a le lycée qui prend énormément de temps. Le lycée, c'est 8h, 16h. Et ici, c'est 17h, 20h30, 21h. Ok, d'accord. Et ensuite, les matchs le samedi et le dimanche. Ok. Voilà pour la présentation du centre de formation. C'est parfait. On y va? On y va. Je vais quand même poser des questions sur les réseaux sociaux. Quel type de questions vous voulez que je pose? Et logiquement, comment ça gagne de l'argent, combien ça dépense, c'est quoi le modèle économique. D'accord. Et si tu as quelques éléments de réponse à nous accorder, ça serait génial. Donc, Alors, le coût du Creps est assez élevé. Il est arrivé presque à 8 000 € l'année pour une joueuse. D'accord. Par contre, le BLMA prend 50% de ce coût. D'accord. Et les familles prennent 50%. Okay. On peut savoir que dans le monde professionnel garçon, tout est pris en charge par les clubs. Pourquoi c'est stratégique d'avoir un centre de formation? Alors, il n'y a pas de stratégie. Il y a une obligation fédérale. Lorsqu'on a une équipe pro, il faut un centre de formation. Obligatoire. Obligatoire. Et la stratégie, on la comprend, c'est qu'ils veulent qu'on forme des joueuses. Il faut que des jeunes joueuses soient formées dans des lieux où les pros sont là. Donc il y a 12 centres de formation en France. Ok, d'accord. Voilà, c'est une obligation. Par contre, la stratégie du BLMA est que ça soit un centre de formation de haut niveau.
Et donc notre stratégie à nous, on ouvre 3 sessions de recrutement. On a 200 candidatures, on a 3 sessions à 10, 12 joueuses que Damien le coach sélectionne, appelle, il connaît leur parcours, qu'est-ce qu'elles ont fait à 13 ans, à 14 ans, où elles sont à 15 ans, et il les fait venir ici. Profil physique, profil psychologique, profil technique, profil basket, tout ça, ça se met ensemble et à la fin, on en garde une quinzaine. Ok. Pourquoi une quinzaine? C'est beaucoup, mais on n'en recrutera pas 15 parce qu'il y en a qui sont choisis, qui vont être choisis à Lyon, nos concurrents, Bourges, nos concurrents, et l'INSEP à Paris. Tu disais qu'elle passe, si j'ai bien compris, 17 heures dans le gymnase, c'est ça? Alors, pas tout à fait dans le gymnase, D'accord. il y a l'espace musculation. Ok, d'accord. Tous les jours, elles ont 1 heure de préparation physique. Alors, ce n'est pas une préparation physique pour prendre du volume, préparation physique qui sert à résister à la pression dans des entraînements et des matchs. Tout le monde s'entraîne tout le temps, blessé, pas blessé, etc. Tout le monde est au travail tout le temps. Et le fait qu'on soit nombreux permet un travail individualisé sur la réathlétisation et sur le travail qu'elles font. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce gymnase? Alors, ce gymnase est particulier parce qu'il est déjà climatisé. D'accord. Ce qui veut dire qu'au mois d'août, je ne sais pas si vous en souvenez, Bien sûr. on nous a dit qu'il faut tout arrêter les entraînements. Eh bien non, pas le BLMA. Parce que dans cet espace-là, on avait 22 degrés, quoi, au lieu d'avoir 35 comme il y avait dans les autres gymnases. Donc ça, c'est le côté très sympathique. Que nous avons que les autres clubs n'ont pas. Non, J'insiste, que nous avons que les autres clubs n'ont pas. on a une machine qui renvoie les ballons aux joueuses Ok. pour faire 500, 600 tirs d'affilée. Ouh. Et elles sont capables de, en dehors des temps d'entraînement, ça ne fait pas partie du temps d'entraînement, de demander, voilà, j'ai 1 heure et je vais tirer. Donc on leur sort la machine et elles tirent. Et donc on peut aller voir la machine. Allez, c'est parti. Donc c'est le gun shoot. Et du coup, quand elle est ouverte, le ballon sort ici, elles se mettent à distance qu'elles veulent, elles sortent régulièrement, ça tire, ça revient, ça tire, ça revient. On a des joueuses du centre de formation qui font 500 tirs d'affilée. Ok. Et après, quand on regarde leur score, c'est parfois 400, 450 réussis. Ce qui veut dire que sans opposition, le geste est construit. Après, il est évident qu'en match, c'est différent. Avec la pression. Parce qu'il y a la pression, l'opposition. fatigue. On croit que c'est facile le basket d'être en droit, mais on n'est jamais sur la croix où on s'est entraîné. On est 10 cm avant, 10 cm après. Ça, c'est des ballons officiels ou pas? Là, c'est ballon officiel. Est-ce Taille. qu'il y a une différence de taille de ballon pour les Très bonne hommes question. et les femmes? Les filles jouent avec des tailles 6 Ok, et les garçons jouent avec des tailles 7. Taille 7 là-bas. ok. Voilà. Je peux regarder? Ouais. Je vais prendre. Hop. On le remettra. Ouais. Super. Ça, c'est taille 7. Ok. Voilà. Donc ça, c'est gros. Bon, allez, on va shooter un peu. Écoute le bruit. Oh, ça rebondit. Il a déjà joué au basket. Ouais, alors, spéciale dédicace à ma coach Tiffany à Galargues-le-Montueux. J'ai une coach. Ça en se plus. voit tout de suite. Quand j'étais gamin, ça fait longtemps que j'ai repris cette année en loisir. Le geste qu'il vient de faire sur le côté, viser le petit carré là-haut, le ballon est dedans, c'est un basketteur où j'ai déjà joué. C'est là l'expertise. Merci. En fait, j'ai été coach. Donc, c'est une question qu'on voulait te poser. C'est quoi ton parcours? Joueuse, Joueuse? prof de PS, D'accord. joueuse encore, entraîneur national 2. Et là, j'ai dû faire un dribble de trop et ils ont pensé que je savais jouer un peu. Et donc, j'ai été recrutée dans le club comme dirigeant parce que j'avais dit je m'arrête. Ok. Et donc là, ils m'ont pris comme dirigeante dans le club qui s'appelle le Mousson-Vincent, MDM. Ok, d'accord. Et j'ai fait Mousson, après je suis allée au comité, après je suis allée à la Ligue et j'ai été débauchée pour être dans le centre de formation et ça fait maintenant 10 ans. Et une question qui est revenue, c'est est-ce qu'il faut avoir été joueuse pour bien entraîner ou bien former? Je connais très peu d'entraîneurs n'ayant pas un peu pratiqué. Je suis sûre qu'on n'est pas capable de faire ce que les petits, ce que l'on apprend. Mais par contre, on sait pourquoi on leur apprend. Tu n'es pas sûr que tu seras en capacité de faire la même chose, mais par contre le sens, la direction, l'orientation, le pourquoi il faut te battre, tu es bien placé pour le savoir. Exactement. C'est ça. Oh, cool, super. Fini.
On fait le parallèle avec le monde de l'entreprise. La question que je me suis posée, qu'est-ce qui faisait gagner des matchs? Gagner, c'est la finalité de toute équipe. Et pour cela, il y a à construire des choses. D'abord, il y a le physique et la technique de l'individu. On ne peut pas jouer en centre de formation si on ne vient pas d'un certain niveau. Parce que sur le terrain, on est perdu et on ne sait pas ce qu'il faut faire parce qu'il y a des repères à construire. Ils ont construit quelque chose qui devient quelque chose de collectif. Et collectif, ça veut dire qu'à un moment donné, tout le monde doit savoir ce qu'il y a à faire. Ça fait partie de la stratégie. Mais pour réussir cette stratégie, chacun doit avoir une technique individuelle particulière qu'il a développée tout au long de sa vie de basketteur pour s'adapter à cette stratégie. Et puis pour gagner le match, c'est faire la surprise, c'est-à-dire faire ce que les autres n'attendent pas. J'ai résumé. Cool, génial. C'est quoi le type d'entraînement pour les filles? C'est quoi les muscles ou les zones qu'elles vont travailler le plus? On a évalué chez chacune les manques ou les besoins. Par exemple, il y en a qui, pour sauter, sautent de ça. Et le but du jeu, c'est qu'elles sautent de ça. Okay. Donc le préparateur physique met tout en place pour développer la détente. Une autre, par exemple, tient le ballon et n'importe qui le lui prend des mains parce que la pression des doigts, parce que les bras ne font pas le boulot. Okay. D'accord ? Il y en a qui n'ont pas de vision périphérique. Et tout ça, ça a été évalué lorsqu'on est en début d'année. On essaye d'évaluer les besoins de chacun ou les manques. Et ensuite, le travail des préparateurs physiques est de trouver l'exercice et le temps à donner à chacune pour qu'il y ait perfectionnement. Il y a un autre point, c'est la réathlétisation. Elles ont été blessées, elles ont une entorse de la cheville, elles se sont blessées au doigt et il y a des moments de travail différents qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'on se blesse souvent au niveau des doigts? Non, pas à notre niveau. Donc c'est juste que je ne savais pas jouer quand j'étais gamin et que je me faisais mal régulièrement aux doigts parce que j'ai l'impression d'avoir fait tous les doigts quand j'étais gamin. Mais non, c'est qu'il y avait un truc que je n'avais pas compris à l'époque. Les accidents les plus fréquents, c'est la cheville, parce qu'on retombe, les espaces sont tellement petits, interpénétrés sous le panier, qu'on retombe sur le pied, et là ça gêne. Et les genoux, on a des ligaments, allez, je ne vais pas dire une fois par an, mais tous les 2 ans, on a quand même une opération assez moche. Où est-ce que tu nous amènes? Eh bien, allons. Donc du coup, on croyait la cafétéria, mais on a fait un détour par Allez, ici, donc on continue. Ici, le service paramédical. Bain froid, quand elles ont joué 2 matchs le week-end, aller se tremper à 13 degrés, ça fait du bien aux muscles. Il y a un service administratif qui permet à toutes les joueuses, non pas seulement les 12 du Krebs, mais les 22, si elles ont besoin d'un rendez-vous dermato, gynéco, etc., il y a un service administratif qui leur prend les rendez-vous. C'est très agréable. C'est pas moi en tant que directrice qui dois me chercher le Toubib, contrairement à d'autres structures qui n'ont pas le Krebs pour avoir cet entourage-là. Elles arrivent jeunes filles et elles partent presque femmes, quoi. Et c'est un vrai challenge pour nous de faire ce triple projet, c'est-à-dire on appelle ça scolairement, elles doivent avoir le bac. Ça, c'est un défi pour nous. Pour le moment, on réussit. Il y a du soutien scolaire, il y a des cours particuliers, etc. Projet citoyenne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devient ici au Krebs quand on est entouré par des filles et des garçons et des adultes, parce qu'il y a des garçons aussi. Et projet sportif, parce que quand on rentre ici, ça a un coût pour les parents, ça a un coût affectif parce qu'on quitte la famille, et puis il faut le réussir parce que normalement quand on vient, si on ne se trompe pas, on veut devenir pro. D'accord. Et si le projet n'arrive pas parce que physiquement, on s'aperçoit qu'on n'est pas assez fort, il faut quand même en ressortir fier. Parce qu'on a fait cette expérience-là. Okay. Et c'est ce que j'aime partager avec les parents quand ils viennent nous voir, en disant elles seront peut-être pas au BLMA, elles seront peut-être ailleurs, mais elles vont au moins vivre de leur passion. Okay. On a notre travail aussi, donc quand on fait le travail de citoyen, c'est comment je mange, quand je mange, ce qu'il faut manger ou pas, etc. Et tous les mois, elles voient la diététicienne, justement pour ça. J'ai pris du poids, pas du poids, masse maigre, masse grasse. Il faut absolument qu'elles règlent ça. Parce que sinon sur le terrain, on n'est pas opérationnel. Oui, c'est un facteur contributif à la performance, l'alimentation, la nutrition. Absolument. Ouais. Ok, d'accord. Ce serait quoi les facteurs principaux pour toi? L'alimentation? Le sommeil. Le sommeil. Et donc c'est là où nous avons des ados. D'accord. Et que nous avons un téléphone. Je ne sais pas si tu as ressenti le souffle.
je ne dis pas qu'elles ne dorment pas assez. Nous leur indiquons qu'il faut dormir. D'accord. Et c'est très très important. En fait, s'il y a une blessure, on essaye de trouver le pourquoi. T'as pas mangé, et puis tu as dormi, tu n'as pas dormi. Je crois que ces deux choses sont primordiales à la santé et aux blessures. Et le sommeil, on ne le contrôle pas. On avait dit, à un moment, on leur enlève les téléphones. Mais non, elles sont ados, c'est leur projet, il faut qu'elles soient responsables. C'est vrai. La vie va continuer sans nous, donc il faut leur apprendre à. Donc s'il y a des débordements maintenant et qu'elles se blessent, la sanction est immédiate. Tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas ci, tu ne peux pas là. Donc on a choisi la responsabilité. C'est une toute petite restauration, mais qui fait un choix de cuisine élaboré pour des sportifs. D'accord. C'est-à-dire, on peut demander double protéine, etc. En fonction des typologies de sport, tu as une alimentation différente ou non, c'est très personnel, c'est très lié à l'athlète? Non, je pense que le sportif doit avoir une alimentation qui est à peu près commune à tous. Mais tout dépend le moment de la compétition. C'est-à-dire, tu dois manger des sucres lents quelques heures avant et tu dois manger des protéines pour préparer ton corps pendant la semaine. Pourquoi c'est important pour toi, promouvoir le sport féminin? Encore une fois, c'est parce qu'on nous oublie. En fait, les médias ne s'intéressent qu'au sport masculin et au sport masculin qui rapporte des sponsors, des points, des machins. Comme on n'a pas de visibilité, alors il n'y a pas de sponsors. Comment inverser la structure, je ne sais pas. Okay. Par contre, là, je pense que Eraïa, vu l'engouement qu'on a eu des clubs à vouloir témoigner qu'ils s'occupaient des filles, ça peut vouloir dire ça. Super, donc ça c'est peut un bon vouloir point dire, de départ. Regardez, nous on y est. Peut-être que ça va suffire ou pas, mais en tout cas, je pense que ça va être une visibilité. Si on va en finale à Bercy, je vous appelle. Tu as entendu? Donc bientôt Bercy. Merci beaucoup. Et là maintenant, on va aller voir Roland à l'Arena qui est vide, voir un peu comment tout ça va se structurer. Et à très vite. Bye bye. Merci. Bonjour à tous, je suis avec Roland, vice-président du club BLMA. Salut Roland. Bonjour Christophe. Ça va bien? Très bien. Bon, merci infiniment de nous recevoir ici. On est où Roland ici? Ici on est à l'Arena Sud de France Occitanie, Ouais. qui est la salle de spectacle la plus importante de Montpellier et qui accueille des événements de toute taille, culturels, artistiques, mais surtout sportifs. Mais surtout sportif. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de préparer alors? Ici, on prépare le BLMA pour la première fois va jouer à l'Arena Sud de France. Magnifique. Ce qui ne s'est jamais passé. Ouais. Et on prépare la journée du 24 mars qui s'appelle Eraïa, qui sera la fabuleuse journée du sport féminin. C'est quoi ton rôle dans le club alors? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis vice-président en charge du secteur pro et des finances. D'accord. Donc, mon rôle, c'est de tenir le cadre financier du club vis-à-vis de notre fiabilité financière et vis-à-vis de la commission du contrôle de gestion, qui est un organisme de la fédération qui contrôle tous les clubs professionnels. On s'adresse à des entrepreneuses, entrepreneurs, des managers, des managers. Et ce qui va nous intéresser, c'est un peu les parallèles avec le monde pro. Bien sûr. Est-ce que vous êtes une entreprise? Oui, nous sommes une entreprise commerciale, nous payons l'IS, nous payons la TVA. Par contre, en termes de gouvernance, nous sommes toujours organisés en association, mais nous avons le projet de passer en société très rapidement. Et en fait, on a 20 salariés, dont la plupart sont des joueuses et des entraîneurs professionnels. Donc on a toutes les problématiques d'une entreprise, d'une petite entreprise, d'une PME, avec les problématiques opérationnelles au quotidien, mais aussi de développement à moyen terme et long terme. J'ai posé 2-3 questions à la communauté et ce qui revient régulièrement, c'est modèle économique, structure de coûts, ça gagne comment un club de basket vit finalement? C'est quoi les sources de revenus? Alors, les modèles économiques sont différents suivant les clubs. Il y a des clubs qui sont tenus par des mécènes importants. Il y en a un qui est très connu, c'est Lyon avec Tony Parker. Tout à fait. Il y a des clubs qui ont des modèles économiques qui sont basés sur une présence territoriale extrêmement importante, comme Bourges, qui est un des fleurons du basket féminin français.
qui eux ont réussi à fédérer toute l'activité économique du bassin de Bourges. Et il y a des modèles économiques qui sont un peu comme le BLMA, c'est-à-dire qui sont un mix entre des recettes de collectivités publiques, les collectivités publiques, toutes les collectivités publiques nous aident énormément, la métropole, la région, le département, la ville de Latte, et bien sûr des sponsors privés. Et depuis 2 ans, les recettes de sponsoring privés ont dépassé celles des collectivités publiques au BLMA, ce qui est très bien. On a un projet de faire venir combien de personnes ici? Le projet, c'est de battre le record d'affluence d'un match indoor féminin en France, qui est détenu à l'heure actuelle par le Palais des Sports de Pau, avec 7400 personnes. D'accord. Nous, si on veut battre le record, il faut qu'on apporte 8000 personnes dans l'Arena Sud de France, qui peut largement les accueillir. Bon, c'est génial. Tu nous montres un peu comment l'Arena est fait, est construit? Bien sûr. Allez, c'est parti. Donc là, on est à l'Arena, qui est, comme je l'ai dit, la salle la plus importante de Montpellier, avec, suivant les configurations, 8005 ou 9000 places possibles. Ok, pour les concerts, on arrive à mettre les gens debout en bas, donc c'est ce qui justifie l'augmentation. Donc ici, on est dans les coursives de l'Arena, où par exemple le 24 mars, lors de la journée Raya, il y aura des stands de démonstration de différents sports au féminin. Donc là, ici, il y a des stands. Là, il y aura des stands, effectivement, il y en aura encore plus dans ce qu'on appelle le backstage, où on va se diriger. Le backstage sera intégralement équipé de stands pour le village sportif, mais aussi d'un immense podium de 500 mètres carrés pour une compétition féminine de CrossFit, qui aura lieu toute la journée. Et le CrossFit, c'est le sport à la mode, et on est très content de les accueillir. Dès le départ, ils ont été enthousiasmés par le projet. Et donc, cerise sur le gâteau, à 16h30, le BLMA recevra le Tarbes J'espère Bigorre, qui est l'autre club professionnel féminin de basket de l'Occitanie, pour un derby occitan qui va être enthousiasmant parce que je pense qu'à ce moment-là du championnat, les 2 clubs seront l'un derrière l'autre au classement. Et Tarbes est une superbe équipe avec beaucoup de jeunes espoirs du basket français. Ok, d'accord, c'est intéressant. Tu pratiques le CrossFit ? Non, pas du tout. Non, moi non plus, donc ça sera l'occasion de tester certaines choses. Ok, d'accord, donc ça c'est le backstage. On attend combien, tu dis 35 exposants? 40 exposants, oui, plus le CrossFit, donc ça va occuper tout cet espace-là. Ici, on a 4000 m² devant nous. Et en fait, on est derrière la scène de l'Arena. Tu joues au basket, toi? Moi, je suis plus très jeune, vous voyez mes cheveux gris, mais j'ai joué jusqu'à l'équivalent de la Pro B, en Bourgogne, à Chalon-sur-Saône. Et puis ensuite, j'ai été directeur sportif très jeune, à l'âge de 28 ans, à la JDA Dijon, qui est un des meilleurs clubs français. L'élan Chalon aussi a été 2 fois champion de France. Donc, et puis en 90, j'ai arrêté parce que je me suis consacré à ma vie professionnelle. Et je suis revenu au basket à la retraite. Ici à Montpellier, mais plus chez les garçons, chez les filles. Ok, parce que c'est intéressant, parce qu'on a eu Marie tout à l'heure, et c'est vrai qu'elle aussi, c'est joueuse, et je vais poser la question un peu à tout le monde, est-ce que finalement il faut être joueuse ou joueur pour animer un club, ou non, toi, tu penses que ça n'a... Je dirais que quand on connaît le milieu, comme moi, qui ai eu la chance à la fois de jouer, d'entraîner un tout petit peu, parce que j'ai pas eu le temps de passer les diplômes, j'avais du travail, et d'avoir des compétences de gestion, de management et tout ça, c'est mieux quand même. Un événement comme ça, c'est quoi la prise de risque financière? En fait, c'est un énorme projet parce que financièrement, ça représente 5% du budget du club. Donc sur une journée, on risque 5% du budget du club. C'est pour ça que le modèle économique pour le projet Arena et Raya, donc, comme nous l'avons appelé, c'était qu'il soit viable économiquement avant qu'on démarre la billetterie. Et la billetterie sera la cerise sur le gâteau. On espère qu'elle sera la plus grosse possible, mais pour l'instant, l'événement est autofinancé. J'ai du mal à comprendre les sources de revenus finalement. Tu dis qu'il faut que ça soit viable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu aies trouvé des sponsors, il faut que tu aies trouvé des sources de financement avant? En fait, le projet Raya, encore une fois, c'est la fabuleuse journée du sport féminin. Donc, on a vraiment positionné ça comme un soutien à la cause féminine. D'accord. Et en plus de ça, le BLMA jouera, et comme je l'ai dit précédemment, c'est la première fois que le BLMA jouera à la Sud de France Arena, ce qui est un événement exceptionnel pour le club et pour le basket féminin français. Maintenant, au niveau du modèle économique, il est clair que sur la base de ce concept, nous avons été vendre Raya aux collectivités publiques qui ont été extrêmement réceptives. Encore une fois, je les remercie pour leur support indéfectible, mais aussi les sponsors privés.
Parce que le support à la cause féminine, c'est devenu une des raisons principales des politiques RSE aujourd'hui dans les entreprises. Donc je pense que le positionnement était très correct par rapport à l'ère du temps, si je puis dire, mais il fallait quand même convaincre les gens de la fiabilité du projet, de la visibilité, et je pense qu'on y est arrivé. Ok, d'accord. Un événement comme ça, c'est le premier que le club organise. Qu'est-ce qui est primordial à ne pas rater? Vous vous faites accompagner par quelqu'un qui a l'habitude de gérer ce type d'événement? T'as quoi comme en interne comme force pour pouvoir l'organiser? Alors, au niveau organisation, on a décidé de porter l'événement par nous-mêmes, c'est-à-dire c'est l'intégralité de la structure qui supporte l'événement. Il y a 2 chefs de projet, Olivier Ribotta qui est notre general manager et moi-même, plus accompagné par d'autres forces vives du club, mais nous n'avons fait appel à aucun conseil extérieur. Pourquoi? Parce qu'Olivier Ribotta l'a déjà fait à Léon Palais des Sports de Gerland, donc il a une certaine expérience, puis moi j'ai l'habitude d'organiser des grosses choses également, donc on a décidé de le faire comme ça. Je pense qu'on a et la volonté et la motivation et les compétences en interne. Pour l'instant, on avait besoin de personne. Maintenant, s'il se développe encore plus dans les années à suivre, parce qu'on a l'intention de le faire perdurer, on verra si on a besoin de support extérieur. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cet écart qu'il peut y avoir entre le sport féminin et masculin? Comment ça se traduit dans les faits? Quand on fait le tableau des médaillés olympiques français, il y a plus de médaillés femmes que de médaillés hommes, historiquement. Donc on est très content d'avoir les femmes pour nous ramener des médailles. La vraie différence, c'est le traitement. Le traitement médiatique, le traitement télévisuel, le traitement salarial. Parce qu'il y a encore de fortes disparités. Le sport féminin n'est pas aussi bien considéré que le sport masculin, même si ça se développe beaucoup. Eraya sera est déjà un succès en termes de communication. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sera un succès si on arrive à remplir cette magnifique arena avec 8000 personnes. Le troisième avantage pour nous, c'est la visibilité. C'est-à-dire de montrer à l'écosystème montpelliérain le sport féminin dans son ensemble, le BLMA en particulier. Et pour le BLMA, on espère pouvoir toucher de nouveaux sponsors, de motiver de nouvelles personnes à venir nous accompagner dans notre développement. Ok, d'accord, donc c'est un point de départ. On espère que ça lance une dynamique pour pouvoir faire renouveler l'exercice et dynamiser le mouvement, quoi. Tout à fait, et c'est un point de départ, encore une fois, de la visibilité du sport féminin. Et on a voulu le faire comme ça parce que nous, on voulait montrer qu'on était un club fédérateur dans l'écosystème sportif montpelliérain. D'ailleurs, je remercie tous les clubs professionnels féminins de Montpellier qui ont adhéré au projet. Merci beaucoup Roland, j'ai passé un super moment. Je suis d'autant plus content de t'avoir, Christophe, parce que je sais que tu es un fervent amoureux de basketball. Tout à fait. Donc on est très content que tu te sois intéressé à nous. Et j'espère que tu auras des frissons comme dans un match de NBA quand tu viendras le 24 mars. J'espère, et je pense que vous l'avez vu, hein, j'ai réussi à mettre un lancer franc. Donc. Là on est dans le village, donc rappelle-toi Roland il a dit qu'il mettait en avant énormément de sport féminin mais pas que. Il y a du crossfit, il y a de l'escalade, il y a du basket bien sûr, j'ai vu de la GRS, j'ai vu plein de sports. C'est une fête, c'est un truc de fou. Franchement j'ai hâte d'avoir le retour de Roland, j'ai hâte d'avoir le retour de tous les managers et les manageuses pour un peu avoir leur ressenti, mais franchement là je me régale, c'est génial. Écoute, là je suis en train de regarder le CrossFit, je trouve ça génial, j'en ai jamais fait de ma vie, j'ai plein de copines et copains qui en font. C'est un sport hyper complet, ça me donne envie, je ne sais pas si j'en serais capable, mais franchement ça me donne envie et j'ai l'impression que c'est ça aussi l'intérêt de ce village-là, c'est de montrer un peu le sport dans sa réalité et de donner envie aux gens de tester. Franchement, j'adore. Mes chansons favorites en plus. Ouais, écoute. Il est 15h15.
On a fait le village, on a passé un super moment. Là, on va aller voir les joueuses qui s'entraînent et ensuite il y a le match. Ce qui m'intéresse, regarde, on est à Sud de France l'Arena, on n'a jamais battu le record. On n'a jamais réussi à faire un match avec plus de 8000 personnes. Tu te rappelles, c'est l'objectif de Roland, c'est l'objectif du club. On va aller le voir à la mi-temps et on va lui poser la question déjà, savoir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est une super fête, mais savoir si on a dépassé ou pas le fameux record. Voilà, je passe un super beau moment. J'espère que toi aussi. C'est reparti, je t'emmène avec moi. On y va. C'est très important pour nos joueuses de jouer à domicile. Les filles ont leur repère. Le basket fait vivre des émotions. Comment ça se présente ? Bah écoute, aucun détail à régler, que des solutions à trouver. Mais bon écoute, il y a beaucoup d'engouement. Voilà, on n'a pas l'habitude de canaliser autant de monde, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais bon, normalement, ça devrait le faire. En tout cas, très excité pour l'instant, mais c'est plus de stress pour l'instant que d'excitation. Logique, mais tu te rappelles, on avait dit que toi, tu étais là pour générer des émotions. Là, ça fait 2-3 heures que je suis là. C'est intense, c'est un truc de dingue. Ouais, la journée c'était pour déclencher des émotions chez les spectateurs. En fait, celui qui a le plus d'émotions aujourd'hui, c'est moi. Ça va le faire, je suis sûr que ça va le faire. Bah oui, on est là pour ça. Merci beaucoup. Si je peux te choper tout à l'heure, un petit 5 minutes. Allez, ok, pas de problème. Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, c'est un vrai entrepreneur qui est en train de gérer une emmerde. C'est génial, mais le truc c'est qu'il l'a dit, il nous a donné une leçon, tu vois. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions et il va la trouver. Mais c'est un sportif de haut niveau, donc il va trouver sa solution. C'est obligé, ça va trop bien se passer. Allez, on y va. Pourquoi on va à l'Arena ? C'est pour montrer au plus grand nombre que les athlètes féminines sont capables de faire vivre autant d'émotions, voire plus, même si on court moins vite et qu'on saute moins haut. Fred, qu'est-ce que t'en penses ? Bah bien, c'est une super journée, les gens sont au rendez-vous. Il y a vraiment beaucoup de monde qui est passé tout au long de la journée au-delà du match. Là, il y a une bonne ambiance avec effectivement un match qui reste assez serré sur ce derby. Donc on espère que ça va tourner en notre faveur pour que là, la fête soit complète. Cool. Et côté organisation ? Côté organisation, il n'y a pas eu de couac a priori. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. On va essayer d'aller jusqu'au bout de la journée parce que malgré tout, ça va continuer avec la fin du match et l'après-match. Mais pour l'instant, voilà, tout est au beau fixe, tout se passe bien, les gens ont l'air contents, c'est le principal. Après, nous, de notre côté, ça veut dire qu'on est récompensé aussi des efforts qui ont été menés, quoi. Je vois le côté sportif de haut niveau. Donc, jusqu'au dernier moment, je lâche pas. C'est ça, exactement. Parce que c'est à la fin que tout se joue au final. Donc, et sur le terrain, ça sera pareil. Okay. À qui je pose la question si on a dépassé les 8000 ? À Roland ou à Olivier. Ok, moi, je sais pas. Je vais poser la question à Roland, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Bon Roland, comment t'as pensé quoi de la première mi-temps ? La première mi-temps, elle a été accrochée parce que les filles sont impressionnées de jouer dans un tel contexte. Et puis après, on a pris un petit peu de distance, ce qui est bien, mais c'est pas gagné. On lâche rien. Ah, on lâche rien, puis en plus, Lyon a perdu hier, donc si on gagne ce soir, on est 4e tout seul. C'est très important pour la fin de la saison. Cool. Et côté organisation alors ? C'est merveilleux. C'est merveilleux, je veux dire, on a atteint les objectifs, on a rempli la salle, on fait briller la flamme dans les yeux des gens et des enfants pour nos filles. Donc la cause du sport féminin est totalement défendue et acquise par les gens et c'est super, on n'a qu'une envie, c'est de revenir. Moi je te jure, je passe un super moment, j'ai des frissons comme ça, je m'éclate. Voilà, j'ai hâte, deuxième mi-temps. Est-ce qu'on a le droit de dire, est-ce qu'on a battu le record ou pas alors ? Oui, on a battu le record, on est à 8069 spectateurs. Voilà.
merveilleux. Je veux dire, aussi bien dans les yeux des dirigeants que des joueuses, que du staff, que du public. Je pense que c'était un truc à faire, on l'a fait et on l'a bien fait vu qu'on a gagné de 25 points. Donc c'est parfait. Et d'un point de vue business, opération, projet d'entreprise? Bah, je crois que pour l'entreprise BLMA, c'était un projet très ambitieux au départ, sur lequel on a mis énormément d'énergie et de force et de ressources pour le réussir. Mais on a montré qu'on avait cette capacité opérationnelle. On voulait de la visibilité vis-à-vis du public, mais aussi vis-à-vis de tout l'écosystème économique montpelliérain. Bah, le BLMA est un grand club parce qu'il est capable d'organiser ce type d'événement. Et sur la partie cause, sport au féminin? Bah, la plus belle démonstration de la cause féminine, c'est nos filles qui l'ont montré sur le terrain, où elles ont combattu, elles ont gagné, elles ont convaincu le public qui était à 1000% derrière elles. Donc pour moi, c'est que le début, j'espère, d'une grande aventure avec le public montpelliérain, le basket féminin et la cause féminine. On a été hyper fiers de vous suivre, vraiment, vraiment, et je suis convaincu que ce n'est que le début. Et je suis convaincu même qu'on va revenir vous filmer pour un prochain épisode. Merci infiniment, Roland. Si je peux dire un dernier mot, je remercie Walk the Talk qui a été remarquable pour nous aider, nous accompagner, qui a cru en notre projet et en notre entreprise sportive. Donc merci Christophe, puis à très vite. À très très vite, merci beaucoup. Bah oui, plein d'émotions déjà parce que déjà on a senti que les filles avaient pris beaucoup de plaisir sur le terrain. En plus, ça a été agrémenté d'une belle victoire. Alors qu'il y a 3 semaines, on avait perdu au Palais des Sports largement contre cette équipe. Et je crois que cette salle a des bonnes vibrations pour le basket féminin et pour le BLMA. Et c'est vrai que quand tu as 8000 personnes qui scandent BLMA, je crois que ça transcende. On avait un record à dépasser. 8069. Je vais être honnête avec toi, le 69, franchement, franchement, c'est toi? Le 8000 c'était pour Cyril Meunier et 69 c'était pour moi. Exactement, bravo, félicitations. Un énorme merci. À très vite. Merci, à très vite. Et merci pour tout. J'ai passé un super bon moment, c'est fini, tu peux le voir derrière moi. Une journée centrée sur la promotion du sport féminin. Il y a eu énormément de gens, ils ont réussi à battre le record, 8000 personnes, 8069. On repart avec énormément de choses hyper intéressantes sur le côté entrepreneuriat, management. Leur cause, faire la promotion du sport féminin. Ma cause, faire la promotion d'un management centré sur le développement des gens. Donc tu vois, il y a quand même un rapprochement. Et quoi de mieux de mettre en avant un club de sport? Moi, le truc que je suis vraiment bluffé, c'est cette notion de succès, cette vision où je veux aller et la culture de la gagne. C'est-à-dire qu'ils sont hyper clairs sur ce que veut dire gagner des matchs, faire venir les 17 000 habitants, faire venir plus de 8000 personnes. Ils ont une vision hyper claire et tu l'as vu, Olivier, il a une capacité à... En ligne, on appelle ça le kotozukuri, cette façon de véhiculer la passion et d'aligner tout le monde, ou du moins d'embarquer tout le monde sur son challenge. On voit le côté aussi, voilà, ça se passe pas comme prévu sur le terrain, ça se passe pas comme prévu, il faut que je réagisse, mais dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. T'as peut-être pas vu, mais il y a énormément de choses qui ne sont pas passées comme prévu aujourd'hui, le son, la musique, etc., etc. Il le dit à un moment donné, il dit on est là, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est ce côté j'ai la gagne, il y a des choses qui se présentent devant moi, je vais y arriver. Et c'est le parallèle avec l'approche de Toyota, le lean management que je défends. Cette capacité à avoir une vision, je veux aller dans cette direction-là, j'ai le premier pas et par contre je vais être en capacité parce que je vais entraîner les gens à résoudre des problèmes régulièrement. Donc je repars avec ça, le challenge, je repars avec cette capacité de résoudre des problèmes, je repars avec cette capacité d'entraîner les gens et surtout la passion, l'émotion. J'espère que tu as passé un super bon moment. Moi, comme un gamin, hein, tu sais, moi, je faisais du basket quand j'étais gamin et je te fais coucou Tiffany, c'est ma coach à Galargues-le-Montieu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, dites-moi dans les commentaires le type d'entreprise que vous voulez qu'on interviewe, si ce type de format vous plaît. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode très prochainement. Merci beaucoup, à plus tard, au revoir.